bienvenue à toutes et à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux orateurs, le Dr Stéphane Saillant et le Dr Laurent Michaud. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour présenter ces thématiques très importantes. Alors, quelques informations sur vos parcours respectifs. Le Dr Saillant, médecin-chef de département au Centre Neuchâtelois de psychiatrie. Il a FMH de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Et il est également spécialiste dans le domaine de la psychiatrie de liaison. Donc, c'est ce domaine qui consiste à faire le lien entre le domaine de la psychiatrie, psychothérapie et la médecine somatique, et qui a vraiment beaucoup d'importance dans la prise en charge médicale. Il a été engagé en 2012 comme médecin responsable des urgences psychiatriques de la psychiatrie de liaison au Centre Neuchâtelois de psychiatrie, et depuis 2018, il a été nommé chef du département. Sur le plan académique, il a un doctorat depuis 2014, une charge d'enseignement à l'Université de Genève, et il est privat-docent externe depuis 2021 à l'Université de Lausanne. Et puis, il est très actif dans l'accès aux soins psychiques pour la population, et également dans le domaine de la prévention du suicide, qui va notamment nous occuper aujourd'hui. Et l'autre orateur est le docteur Laurent Michaud, qui est médecin psychiatre et psychothérapeute, privat-docent et maître d'enseignement de recherche à la faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne, médecin adjoint au CHUV, responsable de l'unité urgence et crise, ainsi que de l'unité de liaison, spécialisée au service de psychiatrie de liaison, et adjoint à la chef du département de psychiatrie. Cofondateur et ancien président du groupe roman de prévention suicide, il effectue notamment des recherches sur les interventions après tentative de suicide, et sur mandat de l'OFSP, il dirige l'Observatoire roman de tentative de suicide. Il y a également des projets en lien avec le Fonds national, et également une activité de formateur pour faire face au risque suicidaire, qui est vraiment une très belle et puis ensuite on laissera la place à quelques questions en fin de présentation. Merci beaucoup. Donc on va essayer de vous donner un peu un aperçu de l'Observatoire roman des tentatives de suicide, qui est un projet qu'on a co-construit ensemble entre 2016 et 2019. Donc on va vous donner un petit peu les détails et puis vous donner un petit aperçu de ce qu'est la prévention du suicide, alors en étant peu clinique, enfin plus épidémiologique, mais on va vous donner un petit peu un aperçu global sur cette discipline, qui est une discipline un petit peu parent pauvre, très intéressante, et puis vierge encore de beaucoup de choses. Donc on se réjouit de vous faire partager au fond ce domaine-là. Donc on va vous parler de l'épidémiologie d'une part, de la prévention d'autre part, donc quelques mots un peu plus cliniques et plus de santé publique. Et puis, on parlera principalement de l'observatoire, du contexte des méthodes, et puis des résultats qu'on a déjà obtenus et des projets en cours, puisque c'est un projet, enfin c'est un observatoire qui se déroule sur plusieurs années avec des projets multiples. Donc voilà, puis pour commencer, je te passe la parole, Laurent. Bon, alors on aime bien faire des vrais faux toujours dans cette présentation sur la prévention du suicide. D'habitude, c'est un public assez différent, donc voilà, je me suis demandé si au fond pour vous ça allait être totalement évident, mais bon, on va voir. Donc le taux de suicide diminue continuellement en Suisse depuis les années 80. Est-ce que c'est correct ou pas? Je pense que c'est correct. Non, peut-être. Alors il y en a une qui est quand même bien placée, là, oui. Pour ceux qui savent la réponse. Voilà, donc effectivement, ouais, donc ça c'est une courbe qui part de 98, mais en fait la courbe depuis 1980, elle est la même, voire un petit peu plus raide. On a une diminution vraiment très importante du taux de suicide en Suisse, des hommes, des femmes et donc de la population générale depuis 30 à 40 ans. C'est vraiment un truc qui n'est pas du tout imprimé dans la tête des gens. Les gens, ils ont plutôt l'idée que... Excusez-nous, juste peut-être, si je peux intervenir, il y a le PowerPoint qui suit pas pour les personnes qui sont en visio. Voilà, donc je disais, il y a cette idée qu'en Suisse, on est parmi les plus hauts taux de suicide du monde. C'était vrai dans les années 80, début des années 90. C'est plus vrai aujourd'hui. Donc
ça, c'est une slide qui date un tout petit peu. En fait, les chiffres actuels, ils nous montrent plutôt dans la moyenne par rapport aux pays qui nous entourent et aux pays européens. Et en tout cas, on n'est plus du tout dans le peloton de tête comme c'était le cas il y a quelques dizaines d'années. Et puis l'autre vrai faux qu'on aime bien faire, c'est en termes d'années de vie perdues, le suicide est équivalent aux accidents de la route. Je pense que c'est correct. Ouais, il faut. Alors, du coup, vous pensez que c'est dans quelle proportion? Je pense que c'est- Oui, je pense qu'il y a plus d'années de vie perdues à cause des accidents de la route. d'accord. D'autres idées? Il y a un avis un peu divergent. Ça fait plaisir que ça marche même ici. Voilà, donc c'est à peu près entre 3 et 4 fois plus que les accidents de la route au niveau des années de vie perdues. Ce qui est extrêmement important par rapport à ce que disait Stéphane, que c'est vrai que c'est un sujet un peu parent pauvre. Quand on compare les budgets de prévention qui sont consacrés aux accidents de la route et au suicide, c'est vraiment tout à fait hors de proportion, alors qu'en termes d'années de vie perdues, c'est très très important. Voilà, je repasse la parole à Stéphane. Alors, là, il manque un. Ah, voilà. Donc, la question suicidaire, au fond, c'est un peu un continuum, puisque vous avez, comme vous le voyez sur l'écran, des idées suicidaires aux tentatives jusqu'au suicide avéré. Donc, quelqu'un qui décède par un suicide. Donc, on parle d'un continuum qui est complexe, qui se déroule sur une certaine temporalité. Et ce qui nous occupe, c'est un peu toute cette frange-là, en fait, de la question suicidaire. Pourquoi les urgences? Parce que c'est très fréquent aux urgences, parce que ça concentre aussi les patients qui viennent pour des idées suicidaires ou des gestes suicidaires. Du coup, c'est une question omniprésente. Hein, pour vous donner, alors, ce qui est marqué en fait en bas ici, c'est que c'est un des seuls facteurs de risque avérés épidémiologiques de récidive et de risque de décéder d'un suicide, c'est le fait de faire une tentative de suicide. Donc, c'est un antécédent extrêmement important et très lourd dans les prises en charge. On sait qu'on a environ 1000 suicides par an en Suisse et 20 à 25 fois plus de tentatives. C'est une estimation parce qu'on n'a pas des chiffres au fond très clairs. Ça, c'est une autre problématique. C'est qu'il nous manque des données très précises. Et pour la moitié, il y a une prise en charge, ce qui ne veut pas dire qu'elle est forcément bonne, ni adéquate, ni temporellement juste, mais en tout cas, pour 50%, on a une prise en charge. Donc, on est très loin de prendre en charge la totalité des patients qui font une tentative de suicide, puisqu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas du tout aux soins, ni dans les cabinets, ni aux urgences, ni dans un hôpital. Donc, ça montre aussi l'étendue de la problématique. On reviendra peut-être après sur l'histoire des chiffres, mais c'est vrai que 25 000 par an, on sait qu'on arrive à en traiter très peu, et très spécifiquement, très peu. Peut-être qu'on pourra en dire 2-3 mois après. Il y a de multiples déterminants. Alors là, c'est pas du tout exhaustif. C'est une sorte d'arbre qui reprend certains facteurs épidémiologiques dont on sait. Mais du coup, il voyait encore ou bien pas? Vous voyez Oui, c'est bon. Donc, vous voyez que l'antécédent de gestes suicidaires, c'est un facteur de risque très clair. Le fait de souffrir d'une maladie psychiatrique, la profession, on va y revenir. On sait que ça peut jouer et que ça joue un rôle. Au fond, vous avez un ensemble de facteurs qui rentrent dans les déterminants liés au suicide et aux gestes suicidaires. Maintenant, de savoir qui fait quoi et avec précision et quels sont liés à une tentative ou pas, ça reste une difficulté qu'on cherche à comprendre, puis c'est la raison même de l'observatoire. Alors vraiment, on a mis un plus, puisqu'il y en a un certain nombre d'autres qui sont au fond décrits. Ça reste des facteurs de risque sur le papier, mais ça ne dit rien du processus suicidaire. Donc ça, peut-être qu'on pourrait en dire un mot, mais en tout cas, ça nous donne une orientation et une vision sur l'état de la situation d'un patient qui fait un geste suicidaire ou qui a une idée suicidaire. Je vous interromps, je ne sais pas si vous allez en parler, mais je voudrais bien savoir dans quel sens ça va, je sais pas, par exemple, l'âge, niveau d'éducation, qui c'est qui se suicide? Alors, bonne question. Alors, il y a un certain nombre de choses. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur chaque déterminant. Mais en gros, plus on est âgé, l'âge a un rôle très très important. Les patients âgés font des tentatives de suicide et se suicident.
le sexe, par exemple, les hommes décèdent plus par suicide que les femmes. Les questions du niveau d'éducation aussi. On sait aussi que la précarité joue un rôle, hein, donc les populations précaires et vulnérables. Alors après, il y en a un certain nombre dont on ne sait pas très bien ce qu'il en est. Et typiquement, pour les professions, ben on va y revenir après. On sait que pour les suicides avérés, ce sont plutôt les professions à bas revenus, au fond, avec des qualifications plus faibles, qui se suicident le plus. Maintenant, les tentatives, ça peut être un petit peu différent. Donc, on connaît certaines données, d'autres, ça reste assez flou, puis d'autres, on ne les connaît pas. Donc, il y a aussi à ce moment. Par contre, on sait que l'histoire personnelle avec des carences, maltraitance infantile, ça joue un rôle assez clair. Et on sait que c'est un facteur de risque épidémiologique supplémentaire qui péjore et qui augmente le risque global de décéder par suicide. Ce qu'on peut peut-être ajouter par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'il y a une recherche vraiment très volumineuse sur cette question des déterminants du suicide, qui est souvent un peu comme ça, avec l'objectif explicite ou implicite de trouver un peu genre le profil type des personnes qui vont se suicider. Puis au fond, ça fait 40 ou 50 ans qu'on fait des dizaines, des centaines, des milliers d'études, donc on est de plus en plus précis sur au fond les associations. Mais par contre, là où on reste extrêmement mauvais, c'est la question de la prédictibilité, hein, finalement. Comme il s'agit d'un événement à occurrence très rare, pour prédire les choses de manière individuelle, on a beau mettre ensemble 50 ou 100 déterminants différents, on a des valeurs prédictives, positives, négatives, qui sont très mauvaises. Donc, on arrive à prédire au niveau populationnel, mais pas du tout au niveau individuel, ce qui serait un peu le Graal, comme ça, de tous ces chercheurs qui s'amusent à refaire et faire des études, mais je pense qu'on n'y arrivera jamais, parce qu'au fond, c'est comme si on voulait prendre tous les conducteurs et conductrices de Suisse et puis se dire, on va essayer de déterminer à titre individuel qui va avoir un accident mortel de la route. Vous pouvez introduire toutes sortes de facteurs de risque, mais au fond, vous n'arrivez pas tellement à le prédire de manière individuelle. C'est pour ça que aussi la prévention du suicide, elle est beaucoup plus populationnelle, qu'il soit des populations à risque, que vraiment strictement individuelle. Si je peux juste poser une question, ça m'intéresserait de savoir justement un peu la distinction que vous faites entre déterminant et puis finalement association. C'est vrai que dans la notion de déterminant, on peut comprendre un peu un lien de causalité, voire même un lien de causalité assez direct. Si on prend l'exemple de l'orientation sexuelle, par exemple, c'est probablement plus l'homophobie et l'hétérosexisme qui peuvent être des facteurs causaux du risque suicidaire plutôt que l'orientation sexuelle en soi. Et je pense qu'il faut être assez, disons, assez prudent aussi en laissant penser qu'il peut y avoir une sorte de causalité directe entre l'orientation sexuelle et le risque suicidaire, alors que ce risque, il est probablement médié justement par la notion d'homophobie et d'hétérosexisme. Je ne sais pas comment vous... Oui, alors absolument. C'est vrai que là, on peut discuter sur au fond, la définition du terme déterminant, mais complètement d'accord avec toi sur le fait que on aurait pu mettre plutôt facteur de risque et puis que c'est des associations statistiques. Et effectivement, les liens de causalité, ils sont médiés par toutes sortes de choses. Enfin, il n'y a pas forcément de lien de causalité comme dans l'exemple que tu donnes. Il y en a probablement plus. Enfin, il y a des liens de causalité probablement plus dans le domaine des maladies psychiatriques, par exemple, entre la maladie et le suicide avéré. Mais tout à fait. Et puis sur les professions, c'est la même chose. Donc tout à fait, on pourrait mettre plutôt facteur de risque. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? D'autres remarques? C'est vraiment un vaste champ. Ouais. Des commentaires, c'est intéressant de voir ces facteurs, mais ils sont vraiment au niveau individuel. Oui. Il y a beaucoup de différences culturelles, différences entre les pays, variation, la récession économique, par exemple. Je vais demander si c'est ça aussi. Oui, tout à fait. Là, je pense que alors c'est vrai que bon, il y a des livres là-dessus avec beaucoup de facteurs. Là, en fait, c'est correct qu'on présente plutôt les facteurs individuels, puis qu'il y a beaucoup de facteurs systémiques, dont les facteurs culturels que vous évoquez. Peut-être ce qu'on peut faire comme commentaire par rapport à ça, c'est que on est quand même disons mauvais, je sais pas, mais disons en tout cas pas spécialement bon pour comprendre comment tout ça marche. Hein, typiquement, l'évolution des taux de suicide dans le temps et suivant les pays, c'est assez mystérieux. Hein. On a une diminution, par exemple en Suisse, depuis
depuis 40 ou 50 ans. Alors, on peut se dire qu'on fait de la super prévention du suicide, c'est une hypothèse optimiste comme ça, mais disons, par exemple, aux États-Unis, où je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui essayent de faire une prévention du suicide correcte, on a plutôt des taux qui sont en augmentation ces 15 dernières années. Donc, on peut trouver des associations statistiques avec toutes sortes de choses, mais après, quand on met tout ensemble, ça reste un truc assez mystérieux, l'épidémiologie du suicide. Donc, je pense qu'il faut être assez humble, justement, sur les liens de causalité qu'évoquait Raphaël. Alors, quelques chiffres, alors sans rentrer trop dans les détails, mais pour vous donner un tout petit peu une vision de l'étendue de la situation, à peu près 800 000 personnes qui se suicident chaque année dans le monde, à peu près un mort toutes les 40 secondes. C'est quand même la deuxième cause de mortalité chez les 15 à 29 ans, donc c'est une population très impactée. On sait qu'il y a des campagnes de prévention qui sont ciblées sur cette population spécifique-là. On sait que des campagnes très larges de prévention n'ont pas vraiment d'efficacité, mais si c'est ciblé sur un groupe, ça, au fond, on sait que c'est un peu plus efficace, tout en gardant une certaine humilité, hein, comme disait Laurent Michon, enfin, au fond, par rapport à ce domaine, où il y a tellement de facteurs de risque ou de déterminants ou de relations que c'est un peu compliqué. Il y a effectivement la grande majorité des suicides qui se produisent dans des pays où les conditions socio-économiques sont défavorables, de manière générale. Et puis, par rapport aux méthodes, alors ça, on pourrait répondre à vos questions au cas où, mais c'est vrai qu'il y a c'est très souvent des méthodes assez violentes. Alors, on pourrait discuter des méthodes de la passe à l'acte, mais c'est plus clinique, probablement moins d'intérêt. Sur un plan épidémiologique, ça a un intérêt en termes de prévention parce qu'on sait que si on peut agir sur le moyen létal, en réduisant l'accès aux moyens létaux, on a une efficacité assez grande, voire grande, en termes de prévention du suicide. Comme par exemple les ponts qui sont sécurisés ou les voies de chemin de fer, typiquement. Donc, voilà. Un petit peu, en gros, un panorama. Ça c'est issu d'un document 2014. Ouais, c'est ça. De l'OMS, c'est le premier plan, à ma connaissance, global de prévention du suicide à l'échelle mondiale et un plan d'application au fond et de recommandations dans les différents pays. Le suicide, c'est aussi source de beaucoup de préjugés ou de mythes. Je ne sais pas si on voit très bien le noir, c'est peut-être une très bonne idée, mais comme on vous l'a fait comme exercice avec les vrais-faux, hein, il y a des préjugés et des idées reçues très très nombreuses par rapport au suicide. Pour quelles raisons? Alors, on pourrait en débattre durant des heures, mais en gros, hein, ça fait appel à notre propre histoire, à des raisons sociétales, à des raisons de la culture. Alors là, vous avez 5 idées reçues un petit peu. Hein. Les jeunes ont un taux de suicide plus élevé. Ce qui est pas forcément juste. Hein, on sait que, par exemple, la population âgée se suicide beaucoup, mais c'est moins finalement mis en avant et moins évoqué. Si quelqu'un présente des idées suicidaires, il a un grand risque de se suicider. On verra qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées suicidaires, mais fort heureusement, très peu en décèdent. On a, je crois, une slide après. Il est dangereux de parler du suicide avec quelqu'un, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est-à-dire qu'on pourrait lui donner des idées ou l'inciter à le faire, ce qui est vraiment faux. Hein. Ça fait partie des grands messages de formation qu'on donne. On peut en parler, pas de n'importe quelle manière peut-être, et pas n'importe où, n'importe comment, mais on peut en parler, on doit en parler. Un patient déterminé à se suicider le fera de toute manière, mais ça on le sait que non, par rapport à l'expérience qu'on a au niveau des soins, par rapport à la clinique. Et puis, ce que vous arrivez probablement pas à lire, dans le domaine du suicide, la prévention ne fonctionne pas. Elle fonctionne, mais encore une fois, c'est compliqué puisque l'impact de la prévention sur une société est difficile à mesurer, comme tu l'as dit avant Laurent, et c'est difficile aussi de mesurer auprès de populations cibles. Mais par contre, on se rend compte au travers de plusieurs expériences ou domaines qu'il y a une efficacité, et notamment quand on réduit l'accès aux moyens et qu'on fait de la prévention auprès des jeunes. Alors, c'est 2 exemples, mais qui fonctionnent assez bien.
tu veux rajouter? Non, peut-être juste une anecdote, une étude vraiment assez connue dans le domaine de la suicidologie en Suisse. C'est une étude où un chercheur bernois avait pris au fond le nombre de décès par suicide, puis le nombre de décès par suicide par arme à feu en Suisse. Et puis au fond, vous vous souvenez peut-être, je vois que la moyenne d'âge est jeune, qu'au début des années 2000, il y a eu une réforme de l'armée qui s'appelait Armée 21, où au fond on a diminué le nombre de fusils d'assaut de l'armée en circulation, on a diminué de 50%, enfin un chiffre vraiment très important. Et au fond, ce qu'on voit de manière très intéressante dans cette étude, c'est que le nombre de suicides par arme à feu diminue de manière très importante à ce moment-là, et qu'au fond, ce décrochage du nombre de suicides, il se reporte assez exactement sur la courbe générale des suicides, ce qui veut dire que, en fait, quand on n'a pas de fusil, c'est pas qu'on va chercher un autre moyen, c'est qu'on se suicide pas, disons, pour la faire courte. Puis ça, c'est vraiment un message très important parce que c'est quelque chose qui est pas du tout ancré dans la tête des gens. Là, quand on dit on va hausser les barrières du pont Bessières, les gens nous disent non, mais de toute façon, ils vont aller se suicider au pont d'à côté, ce qui est vraiment pas montré par la recherche. Vous avez des questions par rapport Juste une autre question par rapport à la pandémie actuelle. Est-ce que vous avez déjà des données, vous allez en présenter ou Ouais, alors on a hésité à intégrer dans la présentation, puis c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de choses, donc on l'a pas fait parce qu'il se trouve qu'on avait une journée il y a pas longtemps où moi j'avais fait une présentation là-dessus justement. Alors pour la faire courte, il y a eu beaucoup de médiatisation autour de cette question pendant toute la pandémie, avec beaucoup de choses qui ont pu circuler sur une possible explosion du nombre de suicides, etc. Au niveau des suicides avérés, c'est vraiment quelque chose qui, pour le moment, ne se vérifie pas du tout. C'est-à-dire qu'en 2020, on a une stabilité ou une baisse dans à peu près toutes les études qui ont été menées, à une exception près, c'est le Japon, où on constate une augmentation, surtout chez les femmes jeunes. Et puis, donc ça, c'est pour les suicides avérés. Maintenant, on a assez peu de recul. Et comme vous savez peut-être, alors en Suisse, c'est particulièrement marqué parce qu'on doit attendre plus de 2 ans pour avoir les stats. Puis il y a d'autres pays qui sont un peu plus rapides que nous, mais il y en a beaucoup où il faut un certain délai. Donc, probablement que c'est aussi dans le temps long qu'on pourra voir l'effet éventuel aussi plus tardif, vu que les effets sur la santé mentale, qui ont eux été pas mal mesurés par des gens qui ont fait des questionnaires. Il y a une étude en Suisse qui a été très médiatisée aussi, que vous avez peut-être vu, de Bâle, où on dit voilà, la dépression explose, etc., ce qui était vrai en tout cas sur des questionnaires. Donc, d'un point de vue théorique, on s'attendrait à ce que peut-être à moyen, long terme, il y ait un impact, mais pour le moment, on n'a pas pu le mesurer. Même chose pour enfin pas tout à fait même chose. Les tentatives de suicide, c'est un peu plus nuancé. Il y a un certain nombre d'études qui montrent plutôt une stabilité, voire une baisse au moment des confinements, mais il y a aussi quelques études, en particulier là aussi, chez certaines populations et les jeunes femmes sont particulièrement touchées, là une augmentation. Là aussi, il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit que vous avez peut-être vu, qui est sortie parisienne il y a quelques mois, qui montrait une multiplication par 2 ou 3 du nombre de tentatives de suicide. Mais de nouveau, c'était un hôpital qui desservait une région extrêmement précarisée. C'était chez des jeunes d'un certain âge, et puis c'est pas vraiment reproductible partout. Donc disons, on est pas mal sollicité par les médias pour ce truc, puis c'est vrai que notre message c'est plutôt de dire, restons assez prudents pour le moment. On peut pas dire que ça fait exploser la suicidalité, même si bien sûr qu'il y a un impact tout à fait majeur sur la santé mentale de la population de la pandémie. Ça répond. Là, vous avez l'évolution du nombre de suicides au niveau cantonal. Donc, c'est vrai que la slide d'avant, on était avec une moyenne de 13,5, je crois, sur le précédent graphe pour 100 000 habitants. Là, on est un peu plus bas maintenant sur l'intervalle en 2015 et 2019, puisqu'au niveau suisse, c'est 12,5. Et puis, on voit des différences entre les cantons. Alors, de nouveau, là, il faut rester assez prudent parce que les explications de pourquoi dans le Valais, c'est différent que à Genève, que dans le Jura. Alors, on peut avoir des raisons, on peut avoir des explications. On sait que les grandes villes sont plus sujettes des fois à la question suicidaire, mais typiquement, là, on voit qu'on est plus, typiquement, si on prend l'exemple du Jura, qui est un canton rural, plus de décès par suicide dans le Jura. Maintenant, ce qui est au fond assez étonnant, c'est que ces données varient quand même beaucoup d'année en année. Donc, on a vraiment des différences entre 2018 et 2019 ou 2020. Enfin, pas 2020, encore. On les nomme pas.
où ça varie beaucoup et où là, on n'a pas d'explication claire. Et on ne sait pas pour quelles raisons est-ce qu'on a des variations. Maintenant, globalement, on sait quand même que le suicide est moins fréquent dans des régions très urbaines, pour des raisons d'accès aux soins, pour des raisons aussi peut-être de tabou qui est un peu moins grand en termes de santé. Donc ça reste quand même une problématique assez importante sur le plan de la ruralité, typiquement. Voilà, donc ça c'est un peu un graphe qui a ses limites aussi et qui varie beaucoup. On ne peut pas en dire beaucoup sur le long terme. Ça, c'est une estimation en fait du continuum entre les idées suicidaires. Donc, c'est vraiment une estimation à la louche un petit peu. C'est pas du tout vérifié sur le plan scientifique, puisqu'on n'a pas de données très claires. On considère que pour un suicide avéré, on a 20 tentatives de suicide. Ça, c'est à peu près une moyenne. On sait aussi que c'est un peu plus élevé chez les adolescents, où c'est 1 pour 50 à peu près. Donc, ils font plus de tentatives que le décès de suicide. Mais c'est beaucoup plus bas chez les personnes âgées, où c'est un rapport de 1 pour 4, donc un suicide pour 4 tentatives. Pour ce même rapport, on estime qu'il y a 100 idées suicidaires avec une planification, donc avec un scénario, avec un projet suicidaire évidemment qui est quand même bien concrétisé. Pour ce même ratio, on a à peu près 330 idées suicidaires actives sans la planification du geste lui-même. Et les idées suicidaires passives, ça passe à 1000. Qui sont des idées suicidaires, mais sans une velléité d'activité ou de proactivité par rapport au geste. Donc c'est aussi un message de prévention, parce que ça montre que c'est pas parce qu'on a une idée suicidaire qu'on va se suicider. Donc c'est un raccourci un peu trop direct. Ça montre aussi qu'on peut rencontrer des gens de manière très différente dans la clinique, entre des gens qui ont des idées suicidaires avec la planification, qui font un geste, ou une population qui a des idées suicidaires sans une activité, sans un projet plus concret. Ça reste une estimation. Si tu veux dire. Deux mots du complément prévention-suicide, si on reste sur un niveau un petit peu plus local, qui était un groupe vaudois à la base, sur un mandat de la santé publique à l'époque, c'est juste, mon collègue pourra en parler mieux que moi. En gros, qui réunit les professionnels du champ de la santé mentale des différentes institutions, vous avez les petites puces là, qui sont intéressés à la prévention du suicide. Alors, on n'est pas très nombreux, c'est pas un champ d'activité qui attire énormément, dont les objectifs sont triples. D'une part, harmoniser les pratiques en Suisse romande dans les différentes institutions de santé, mettre à jour les connaissances scientifiques et générales, et puis émettre des recommandations aux institutions psychiatriques. Un des exemples, c'est l'aide à la rencontre et à l'évaluation du potentiel suicidaire, qui est maintenant un document qui est mis en route dans toutes les institutions romandes qui font partie du GRPS. Et puis il y a eu aussi un livre qui a été édité sous la direction de mon collègue notamment, qui regroupe des aspects très pratiques. Donc c'est au fond une velléité de pouvoir aider les cliniciens dans la rencontre, l'évaluation et la prise en charge du patient suicidé. Et dans ce contexte-là, au fond, les trois aspects qui nous intéressent le plus, et pour lequel on essaie d'être assez actif au sein du GRPS, en suivant les recommandations de l'OMS dont j'ai parlé en 2014, et du plan d'action national, qui est le premier plan d'action national au niveau suisse de prévention du suicide, qui date de 2016, qui est un très bon plan. Alors, il nous manque des financements, évidemment, comme mon collègue l'a dit, mais c'est déjà un bon début. Triple, donc l'analyse des données des tentatives de suicide, ça c'est le but de l'ORTS, c'est ce qu'on va vous présenter après. La formation des intervenants à la rencontre avec le patient suicidaire, donc c'est la formation dont vous avez fait la mention avant, qui est maintenant une formation romande, à l'exception des Genevois, enfin, un truc un petit peu à part. Et puis, alors moi je suis Genevois, j'ai rien contre. Et puis enfin, quelque chose qu'on essaye aussi de mettre en place, qui est l'amélioration de la prise en charge après une tentative de suicide,
avec un programme d'intervention qui vient des collègues de Berne et dont on bénéficie actuellement un fonds de promotion santé suisse pour la diffusion en Suisse romande. Mais c'est pas l'objet de... Voilà, on pourrait en parler aussi, mais on n'aura pas le temps. Du coup, ça c'est moi qui fais encore le main. L'Observatoire donc a réuni, c'était un mandat, sur un mandat et financement de l'OFSP entre 2016 et 2019. On a pris tous les patients qui ont fait un geste autodommageable et qui sont arrivés dans les services d'urgence des différentes institutions que vous avez sur la gauche. Geste autodommageable au sens très large, peut-être tu pourras en dire un peu après. Alors en gros, on a récolté 2531 épisodes globalement durant ces trois années. C'est la première récolte de ce type en Suisse romande puisqu'il y avait eu un monitoring, j'ai un blanc maintenant, mais en Suisse, c'était à Bâle ou à Berne. Bâle, oui. Bâle. Et le but, c'est vraiment d'étudier les variables qui sont liées aux tentatives de suicide, puisqu'on avait rempli un questionnaire, enfin les cliniciens remplissaient un questionnaire suite à l'entretien qu'ils ont pu avoir avec les patients qui avaient fait un geste autodommageable. Et le but, in fine, c'est de développer des prises de prévention, mais on sait que l'écart entre la récolte, l'étude évidemment, et puis le développement des pistes de prévention, ça prend un certain nombre de temps. Je te repasse la main. Oui, peut-être ce qu'on peut mentionner juste en général sur l'OFTS avant de passer à la suite, c'est que on a effectivement des données épidémiaux qui sont assez bonnes pour les suicides, même si ça dépend toujours de qui a rempli le certificat de décès. Mais par contre, pour les tentatives, on a vraiment peu de données. Puis au fond, ce qu'on voit dans la littérature épidémiologique, c'est que c'est vraiment deux choses qui peuvent évoluer assez différemment. L'exemple que vous connaissez, qui est le plus parlant, c'est le genre, puisqu'on sait que ça a été dit que les hommes se suicident beaucoup plus. Il y a un ratio, ça dépend des pays, de 1 à 2 à 1 à 4, alors que les femmes font plus de tentatives de suicide. Et puis, on voit ça, au fond, par rapport à pas mal de facteurs déterminants, ou facteurs de risque, ou facteurs associés, qui évoluent pas forcément dans le même sens. Et au fond, la tentative de suicide en soi, elle nécessite une prise en charge, une prévention. Il y a aussi une morbidité importante, des coûts d'invalidité qui sont associés, qui sont importants. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à faire de l'épidémio aussi sur les tentatives de suicide et pas seulement sur les suicides avérés. Voilà, donc Stéphane l'a évoqué, on a choisi, il y a eu un peu de débat là autour, il y a un débat dans la littérature sur est-ce qu'on parle de tentative de suicide d'un côté ou bien de gestes auto-agressifs sans intention suicidaire en essayant de définir s'il y a ou pas une intention suicidaire. Il y a une autre école qui est l'école plutôt anglaise pour dire on prend au fond tous les gestes où la personne s'est attaquée elle-même avec l'idée que l'intentionnalité suicidaire elle est d'une part difficile à définir et puis elle est aussi très fluctuante. Souvent aux urgences, quand 3 personnes demandent à la personne si elle a vraiment voulu mourir, il y a souvent 3 réponses qui peuvent être différentes à quelques heures d'intervalle. Donc on a choisi d'inclure tout le monde. Donc en anglais c'est le self-harm. Et pas seulement les tentatives de suicide au sens strict. Donc, c'était tous les patients de différents hôpitaux généraux en Suisse romande, et puis c'est les médecins assistants, psychologues assistants dans cette situation qui remplissaient au fond une fiche avec les différentes informations qu'on souhaitait récolter, donc des informations cliniques, sociodémographiques, et puis sur la méthode, des choses comme ça. Peut-être on peut mentionner d'un point de vue méthodo qu'on avait obtenu de la commission d'éthique une absence de consentement, au fond en argumentant que les informations qui étaient récoltées étaient les informations qui devraient de toute façon être récoltées lege artis dans une bonne évaluation de quelqu'un qui a fait un geste suicidaire. Donc au fond les personnes étaient incluses et puis ensuite c'était collé leur identité. Donc ça résume au fond les 4 sites et puis leurs caractéristiques. On n'a pas pu faire la récolte exactement au même moment sur les différents sites pour des histoires logistiques, avec des populations qui sont effectivement un peu différentes. Neuchâtel et Valais plutôt mixte, et puis Genève et Lausanne plutôt urbains, et puis des bassins comme ça aussi différents.
Là, vous avez le nombre d'inclusions. Donc, il y a 2531 épisodes, mais il y a aussi des personnes qui ont répété différents épisodes au cours des 3 années de récolte de données. Donc, il y a des individus un peu moins nombreux, 2149. Et puis, voilà, juste une idée par rapport à cette question du genre, de la proportion, en l'occurrence, des femmes dans les différents sites. Ça, voilà, il y a beaucoup de résultats, donc on a choisi d'en présenter quelques-uns comme ça pour vous donner un peu des idées, puis on pourra répondre aussi à vos questions. Juste pour montrer qu'il y a effectivement des différences en termes de bassin de population drainé. Puis là, ça se reflète par exemple sur la proportion entre les personnes suisses et non suisses, où on voit qu'à Lausanne, il y a une proportion de non suisses plus élevée, alors que dans les sites au fond à plus mixtes comme Neuchâtel et le Valais, on a nettement plus de Suisses. Donc il y avait des différences comme ça de population suivant les sites. Voilà, puis on a choisi donc de vous présenter 3 exemples de 3 petites études qu'on a fait là autour. La première, c'était le profil des répétiteurs. Au fond, il y a un intérêt clinique à se dire en quoi est-ce que les personnes qui répètent différents gestes suicidaires peuvent différer ou pas des personnes qui en sont à leur premier épisode. Alors, évidemment que ça pose toute une série de questions méthodo autour du fait que si on est au premier épisode, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas répéter. C'est une des limites, mais en même temps, il n'y a pas tellement d'autres moyens, à moins de suivre les gens pendant vraiment très très longtemps, puis d'être sûr a posteriori, 30 ans plus tard, qu'il n'y avait qu'un épisode, mais disons c'est méthodologiquement un peu compliqué. Donc là, on a comparé simplement les premiers épisodes uniques avec les épisodes, le groupe des premiers épisodes uniques avec le groupe des personnes qui répétaient. Donc c'est une comparaison d'individus. Et au fond, ce qu'on a comme résultat, c'est que le groupe des personnes qui répètent compte plus de femmes, de personnes de nationalité suisse, dont la situation socio-économique est plus précaire, le niveau d'éducation plus bas, et puis qu'il y a aussi plus fréquemment des douleurs ou des maladies chroniques, c'est pour l'analyse univariée. Et puis en multivarié, ce qui sort, c'est des troubles de personnalité, avec plus de répétition des gestes suicidaires, l'absence de troubles anxieux aussi, et puis le fait d'être à l'assurance invalidité, ainsi que le fait d'avoir des soins psy antérieurs. Donc des associations indépendantes qui pourraient quand même se discuter probablement par rapport au fait d'être à l'AI et aux soins psy antérieurs, parce qu'il y a probablement peut-être d'autres corrélations qu'on n'a pas prises en compte dans notre analyse. Donc ce que ça montre, c'est qu'il faut prendre en soin assez spécifiquement les troubles de personnalité pour éviter cette répétition, donc favoriser plutôt que de soigner tout le monde de la même manière, de faire entrer les troubles de personnalité dans des programmes qui sont centrés sur la question de la répétition. Il y a des types de psychothérapie qui sont effectivement pensés pour ça. Et puis, quand même, l'importance du contexte social. Alors, comme déterminant, je suis sensible à la remarque qui avait été faite au début, on aurait pu le formuler peut-être un peu différemment. Mais en tout cas, de s'intéresser au contexte social quand on évalue une tentative de suicide. C'est le premier exemple. Je pense que pour le deuxième, je te passe la parole. Oui, alors un des exemples par rapport à un facteur de risque déterminant, qui est la profession. Alors on sait pas mal de choses justement sur les professions à risque, comme les professions médicales, comme les agriculteurs, comme des ouvriers, etc. Donc là on sait qu'il y a une corrélation assez claire donc, avec le suicide avéré. Par contre, on a très peu de données sur les professions, sur les facteurs occupationnels et les tentatives de suicide. Donc là, on a cherché à pouvoir identifier les occupations qui pourraient être associées à la sévérité de la tentative de suicide. Ce qu'on appelle une tentative de suicide sévère, c'est un moyen létal qui est envisagé, enfin qui est mis. Une répercussion sur l'état somatique important, c'est-à-dire ce sont des patients qui passent un certain nombre d'heures soit aux soins intensifs ou dans un service d'urgence, qui nécessite au fond des soins, et puis un soin qui est donné par le suicidant pour ne pas être retrouvé, donc qui laisse peu de traces ou peu d'indices. On a cherché aussi à pouvoir étudier les tentatives de suicide sévères parce que ça nous semble être le plus représentatif de ce qu'on cherche à comprendre par rapport aux tentatives de suicide dites non sévères. Alors c'était aussi tout un débat et tout un questionnement qui n'était pas simple par rapport à la méthodologie. Une autre chose était aussi le fait qu'on avait un certain nombre de données manquantes
dans les questionnaires, où là, les raisons sont un petit peu diverses, mais c'est vrai que la charge du travail clinique du médecin assistant ou du psychologue qui a rempli le questionnaire a fait que peut-être il y avait des questions qui n'ont pas été posées. Et celles liées à la profession, notamment, manquaient beaucoup, ce qui est une grande limitation par rapport à l'étude. Donc, en gros, on a utilisé, comme pour l'exemple précédent, une analyse univariée et multivariée. Il y a des choses qui sont sorties de l'analyse univariée qui ne se sont pas vraiment concrétisées dans le multivarié et qui ont été vérifiées. Ce qu'on peut dire, en tout cas, en termes de résultats, c'est que ce qui nous étonne, au fond, mais c'est un résultat qui ne coïncide, enfin, qui ne concorde pas avec les suicides avérés, qui est le fait que ce sont des professions à haut niveau de compétences, dans le domaine justement de la physique, la mathématique, ingénieur en sciences, qui sont plus touchés, au fond, qui seraient plus touchés par les tentatives de suicide sévère. Alors j'ai oublié de dire que c'était une collaboration avec Irina Guzeva d'Unisanté dans ce domaine-là. Alors c'est un peu étonnant, au fond c'est un résultat alors, qui est sur le plan méthodologique discutable et il y a vraiment des biais, mais qui a... Oui. C'est possible de poser une petite question? Oui. Par rapport à ce résultat où vous avez des professions essentiellement scientifiques et des professions à haut niveau de compétences, dans les questions que vous avez adressées aux participants, est-ce qu'il y avait des questions relatives à leur autre que leur niveau socio-économique? Est-ce qu'il y avait des choses relatives à leur croyances, spiritualité, perception du monde et des événements qui les entourent? Non, alors ce qu'il faut dire, préciser, c'est que c'est un questionnaire qui n'était pas rempli par les suicidants, hein, par le médecin ou le psychologue qui avait fait l'évaluation, puis ensuite il retourne dans son bureau, puis il remplit son... Donc il y a des données manquantes. Il peut y avoir des données manquantes et qui ne sont pas récupérées au fond après. Et puis pour répondre à votre question, non, alors il y avait une quarantaine d'items, mais je crois que dans les items, en tout cas, je te regarde Laurent, mais il n'y avait pas des aspects de perception ou de point de vue par rapport à ça, puisque concrètement, ça aurait été très, très difficile, sans faire passer le questionnaire par le patient lui-même, de pouvoir répondre à ce type de questions. Surtout dans un setting des urgences, où il n'y a pas beaucoup de temps, et puis finalement, les choses doivent aller un petit peu vite. Donc là, il manque, effectivement, ça fait partie de biais, hein, il manque, par rapport à ça, donc on s'est vraiment focalisé sur ça. Je sais pas si tu veux répondre. Oui, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'en fait, nous, on avait simplement demandé aux personnes qui remplissaient les questionnaires de noter la profession du suicidant ou de la suicidante. Et puis, au fond, après, on a rencontré Irina Guzeva qui nous a dit qu'on avait vraiment fait tout faux. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Et donc, Irina et ses collègues ont fait un énorme travail, comme c'est noté sur la slide, de recodage, mais de travail qui comporte certaines limites méthodaux pour essayer de mettre dans les bonnes cases les bonnes professions, en gros. Ok. Oui. Merci. Une question en lien avec le commentaire de Marianne. Qu'est-ce qu'on pensait de son hypothèse? Est-ce qu'il y a un lien justement avec les croyances religieuses, par exemple? Donc, pas dans cette étude-là, mais de manière générale, est-ce que les personnes qui ne trouvent pas de sens à la vie se suicident plus? Alors, bon, le débat sur la spiritualité et le suicide, c'est aussi tout un corpus de littérature assez fourni, avec des résultats qui vont vraiment pas tous dans le même sens, mais probablement quand même se dégage un certain effet protecteur de la religion, en tout cas quand la religion ou la spiritualité en général est investie positivement par la personne et constitue de manière générale une ressource dans sa vie, on constate qu'elle peut être protectrice contre la suicidalité. Mais disons en tout cas le raccourci, si on est croyant, on ne se suicide pas, c'est un raccourci qui peut parfois être fait en clinique et qui est tout à fait faux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très versés dans la religion et qui se suicident. Et puis ça dépend quel type de religion, quel courant, quel degré de croyance aussi. Enfin, il y a vraiment des variations sur le plan clinique qui sont importantes. Juste pour l'anecdote, un peu par rapport à la slide sur les cantons, il y a une centaine d'années, on avait vraiment une différence très nette de taux de suicide dans les cantons catholiques et protestants, mais dont on ne sait pas très bien si c'était une vraie différence ou bien si c'est simplement que dans les cantons catholiques, c'était encore plus tabou et donc plus maquillé comme accident.
Donc les conclusions par rapport aux professions, c'est qu'il y a probablement des différences épidémiologiques nettes entre l'association suicide avéré et l'association entre des tentatives de suicide et les professions, mais on peut rien dire de beaucoup plus, en tout cas à ce stade-là, puisqu'il y a vraiment des limitations importantes dans cette étude. Par contre, sur un plan clinique, une nécessité d'être plus vigilant quand on rencontre un patient qui a fait un geste suicidaire. Alors évidemment, ça reste à être approfondi. Et puis, in fine, on pourrait développer des actions de prévention ciblées sur certains groupes professionnels. Ce serait au fond ça peut-être l'ultime objectif, mais on n'en est pas encore là puisque les données ne sont pas suffisamment solides. On est bientôt au bout. On prend encore 5 minutes, ça va bien. Ouais. Voilà, donc il y a encore cet exemple dont on souhaitait parler. Ça, au fond, c'est parti d'une interrogation sur les types de prise en charge après une tentative de suicide. En gros, quand vous voyez quelqu'un aux urgences, vous devez décider si la personne elle est suivie en ambulatoire, soit qu'elle a déjà un psy, soit qu'on lui propose un soin à l'hôpital, ou si la personne elle est hospitalisée. Puis alors évidemment, vous allez discuter avec les gens, et puis le plus souvent quand même, on arrive à se mettre d'accord, mais des fois on n'arrive pas à se mettre d'accord, puis on pense que la personne a vraiment une nécessité de soins, et donc il y a des hospitalisations contraintes. Et donc la question de recherche qui nous animait, c'est de voir quels étaient les facteurs associés, voire les déterminants, pour décider d'une hospitalisation, éventuellement sous une forme contrainte. On a utilisé à nouveau des comparaisons entre groupes. Et puis là, je vous mets juste un résultat très descriptif, mais qui est quand même assez parlant et impressionnant. Vous avez une proportion d'hospitalisation qui varie alors dans une certaine mesure, avec un peu moins de 50% des gens qui sont hospitalisés à Genève, puis 62 à Neuchâtel. Et puis par contre, sur les hospitalisations non volontaires, on passe du simple au presque triple entre le Valais et Neuchâtel. Ce sont des populations quand même relativement similaires. Ça ne fait pas de la pub pour Stéphane, mais pour nous non plus. À Lausanne, on n'est pas tellement meilleur. On a presque 20% d'hospitalisation non volontaire. Puis ça, c'est vraiment un truc qui est tout à fait marquant, alors qui était déjà connu, mais pas pour les tentatives de suicide. Donc, si on regarde au niveau statistique, on voit qu'il y a des associations avec le sexe masculin, l'âge avancé, le site d'évaluation, c'est des associations avec l'hospitalisation, les diagnostics aussi, la situation socio-économique, tout ça, au fond, va augmenter le risque d'être hospitalisé ou la fréquence d'hospitalisation, disons. Et puis, à côté de... non, c'est pas vrai, c'est directement... J'ai juste mis les résultats multivariés, excusez-moi, parce que sinon ça faisait un peu trop. Donc ça, c'est des associations indépendantes, en fait. Et puis, du point de vue des hospitalisations contraintes, disons, vraiment un résultat important, c'est qu'on voit que le site d'évaluation, ça sort très fort comme facteur prédictif de l'hospitalisation contrainte, ce qui est évidemment pas très souhaitable. On espérerait que les pratiques cliniques soient un peu les mêmes dans les différents lieux de soins. Donc c'est quelque chose qui nous fait nous interroger nous comme cliniciens. Et puis disons, on avait aussi le diagnostic, l'intentionnalité et la sévérité de la tentative. Où là, disons, on se dit qu'il y a quand même plus de logique à ce que quand effectivement il y a une détermination plus importante à se suicider, on est plus tendance à vouloir offrir des soins aigus en milieu hospitalier aux personnes, même si elles ne sont pas d'accord. Donc, les décisions sont quand même être prises principalement en fonction de critères cliniques, à l'exception notable de la question du site. Et puis, il faudrait au fond aussi plus de recherche pour comprendre au fond ce qui se passe dans ces différents sites. Voilà, je pense que c'est ça un petit peu qu'on peut dire, oui. Est-ce que vous avez des données qui prouvent qu'une hospitalisation contrainte empêche, réduit le nombre de suicides? Pas du tout. Pas du tout, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Enfin, c'est bien ça le problème. C'est bien ça la difficulté c'est bien ça la difficulté, c'est qu'au fond, quand on se trouve face à une personne très suicidaire, on sait que, disons, il n'y a pas beaucoup de littérature sur l'hospitalisation contrainte en soi.
il y a beaucoup de littérature sur l'hospitalisation. Puis l'hospitalisation, là aussi, c'est un domaine en prévention du suicide où il y a des études qui vont un peu dans les deux sens. Souvent, il y a une idéologie derrière, les gens qui sont convaincus que l'hôpital c'est pas bien, ils trouvent des résultats qui vont plutôt dans ce sens-là, et puis les autres un peu dans l'autre sens. Donc, je trouve personnellement que c'est assez difficile à départager. Et donc, en clinique, on fait, mais à part ça, comme dans beaucoup d'autres domaines de la médecine, on fait au mieux avec l'évaluation clinique. Et puis, sur la question de la contrainte, là où il y a des bonnes données empiriques, c'est sur la question de la fermeture des hôpitaux psychiatriques. On sait que clairement, si on ferme les hôpitaux psychiatriques, si les patients n'ont pas la possibilité de sortir, il n'y aura pas d'effet sur la suicidalité, et puis il y aura plutôt un effet sur le suicide avéré, il y aura plutôt un effet d'augmentation des tentatives de suicide. Ça, il y a une très jolie étude allemande qui montre ça de manière relativement claire. Donc, non, la contrainte est, disons, de manière générale, plutôt délétère en santé mentale. Après, c'est sûr que c'est compliqué. Alors, il y a des pays qui ont des législations aussi beaucoup plus dures pour la contrainte, c'est-à-dire il faut beaucoup plus de critères pour appliquer une hospitalisation contrainte. En Suisse, c'est beaucoup laissé à l'appréciation du clinicien. Je pense que ce type de résultat pourrait interroger effectivement le cadre législatif. Parce que c'est sûr que si on a une loi qui nous oblige à ne jamais utiliser les hospitalisations contraintes en cas de suicidalité, voilà, mais ça reste éthiquement, déontologiquement très complexe. Si quelqu'un nous dit je vais sortir d'ici puis je vais sauter du pont, de le laisser sortir. Juridique, est-ce qu'il y a eu des cas justement de la santé qui ont été poursuivis parce qu'ils veulent sortir, est-ce que c'est ça que vous pouvez expliquer en partie? Bien sûr, alors ça c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire que c'est vraiment dans le champ de la suicidalité, c'est un truc qui peuple la tête des cliniciens beaucoup, cette question-là. Et puis il y a régulièrement, moi je m'occupe d'une commission où on revoit l'ensemble des suicides de patients psychiatriques du canton de Vaud. Il y en a entre 10 et 20 par année quand même. Et puis on voit que dans toute une série de ces dossiers, enfin c'est pas la majorité, mais il y a en tout cas 1 ou 2 fois par année où il y a des actions en justice de la part des familles. Et alors bon, la bonne nouvelle c'est que disons les gens sont à peu près jamais condamnés. Mais c'est quand même, disons, au-delà de la condamnation, de toute façon, s'il y a une condamnation, c'est quand même plutôt assez léger, s'il devait y en avoir une. C'est des procédures qui, pour les équipes de soins, sont vraiment très, très, très difficiles et puis qui durent en plus sur, là, je pense à un suicide qu'on avait eu au CHUV avec une collègue assistante impliquée. Maintenant, elle est vieille chef de clinique. Enfin, ça peut durer vraiment 5-6 ans, quoi. C'est très douloureux. Ça a un impact considérable sur l'évaluation. Donc ça, c'est aussi un biais dont on ne parle pas ici. Mais ça a un impact parce que ça peuple la tête. C'est-à-dire qu'il y a un patient qui vient, qui a fait une tentative de suicide. Vous avez déjà une sorte de crainte qui augmente. Mais par contre, les condamnations, donc un lien de causalité sur un point juridique qui a été fait, ça, non, à ma connaissance, pas. Par contre, si on ne documente pas, si on ne justifie pas pourquoi est-ce qu'on a pris telle ou telle décision, ça, oui, il y a des exemples de condamnation. Mais qui, par rapport au nombre de patients qui sont vus chaque jour, qui ont des idées suicidaires, ou qui ont fait des gestes, ça reste vraiment une infime minorité. Donc ça reste quelque chose. Mais par contre, ça fait partie des fantasmes très fréquemment rencontrés. Voilà, on va terminer. Donc il y a des projets en cours que vous voyez là sur la question de est-ce que les gens laissent ou pas des lettres ou d'autres types de messages et puis quel est leur contenu. La question aussi des caractéristiques des tentatives en fonction de l'âge selon différentes populations. On a eu différentes idées, voire projets déposés, mais non acceptés, plutôt dans un versant un peu longitudinal. Évidemment qu'on se demande, au fond, ces 2500 épisodes, qu'est-ce qu'ils sont devenus 5 ans après, lesquels se sont suicidés, et puis lesquels ont été réhospitalisés, des questions comme ça, qui posent des différentes questions éthiques, méthodologiques, on pourrait discuter si vous le souhaitez. Et puis, disons, un autre axe qui nous intéresse, ou peut-être on arrivera à faire quelque chose aussi, c'est qu'on a ces données justement issues de cette commission que j'évoquais sur les suicides avérés. Donc, c'est évidemment aussi une question intéressante de se demander en quoi les patients psychiatriques qui se suicident sont une population différente ou un peu similaire de la population des tentatives de suicide. Voilà, je pense qu'on arrive au bout. Et puis, il nous reste pas beaucoup de minutes si on doit s'arrêter à midi pour les questions, mais il y a eu quelques questions pendant. Donc. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Il y a eu des questions en cours de présentation. Je ne sais pas si on a encore une ou deux supplémentaires. Oui.
Je te juste poser la question, parce que j'ai remarqué, il y a quand même un contexte culturel, par exemple l'orientation sexuelle. On est d'accord, c'est pas l'orientation sexuelle qui est un facteur de risque, mais c'est comment elle est perçue, à quelle elle appartient. Et c'est vrai que quand on parle de prévention, pour moi, il y a le côté individuel tout à fait, que vous avez bien exposé ici, mais il y a aussi un côté sociétal. Et c'est vrai que vous avez parlé à un moment de tabou, de stigma, et j'ai vu que par exemple, l'Angleterre, si je me rappelle bien, était un peu de ce côté-là, où il y a eu quand même pas mal de campagnes sur les problèmes mentaux, le fait d'en parler aussi. Dernièrement, vous avez le prince qui a parlé du fait qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on a voulu à un moment se suicider. Donc, on commence à parler davantage. Est-ce que, je me demande si ce ne serait pas intéressant justement d'avoir plutôt une approche aussi de ce type-là. Dans ce cas, je n'ai pas encore vu de pub en Suisse en disant pensée suicidaire, parlons-en. Ça arrive. Je veux dire, il n'y a pas cette approche. Est-ce que vous sentez des résistances ailleurs que chez les patients? Voilà, votre ressenti par rapport à ça? Non, alors absolument. Nous, on est médecins, cliniciens, et puis on s'occupe quand même surtout de soins. À l'intérieur du groupe Romand Prévention Suicide, il y a aussi Stop Suicide, qui est une association que peut-être vous connaissez, qui est extrêmement active, qui est partie de Genève, mais qui est maintenant active un peu partout en Suisse romande, et puis qui est par des jeunes, pour des jeunes. Et puis qui a un spectre plus large au niveau de la prévention. Et disons, alors ça on l'a dit aussi, la prévention elle est populationnelle, et puis ce que vous évoquez, ça s'inscrit quand même pas mal dans tout ce qui est promotion de la santé mentale. Donc peuvent faire partie des actions, des campagnes d'affichage, des blogs. Stop Suicide fait d'ailleurs pas mal de campagnes d'affichage qui sont un peu plus présentes sur Genève que sur Lausanne. Mais ça c'est vraiment tout à fait bien de le faire. Puis alors effectivement ce qui est vraiment super, c'est des gens qui parlent comme Stromae ou d'autres exemples qu'on a pu avoir récemment, en donnant le message qu'au fond, on peut être suicidaire, que c'est pas un truc bizarre et anormal, et surtout que la destinée de la personne suicidaire, c'est d'aller mieux, dans 99% des cas. Donc oui, tout à fait. Vous avez ce ressenti aussi chez les patients qui font des tentatives? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Quel ressenti? C'est-à-dire le fait de dire que quand ils vous en parlent, qu'ils ne veulent pas en parler, que c'est plutôt un tabou, qu'ils ont intégré cette notion. Oui. Dans les formations qu'on donne, on a deux grands messages qu'on essaye de faire parler. C'est oser en parler, parce que justement, les gens n'arrivent pas à en parler. Et puis deux, ne pas rester seul, parce que l'autre truc vraiment très très fort, c'est que on a tendance à s'isoler à la fois comme personne touchée, et puis aussi comme clinicien. Ça, c'est vraiment un truc où c'est difficile d'aller parler à son collègue quand on évalue une personne suicidaire, parce qu'on est pris finalement d'une sorte de contamination avec la personne. Donc, voilà. Il y avait encore une question devant. Vous avez une question par disiez, au dernier site, vous travaillez sur les méthodes de suicide. Est-ce que vous avez peut-être un peu plus à dire là-dessus? Je me pose la question si les hommes se suicident pas forcément de la même manière que les femmes, parce qu'ils étaient plus violents dans leur pratique et donc ils arrivaient plus vite, on va dire, le projet. Oui, alors bon, ça touche à toute la question suicide et genre, qui est une question vraiment très complexe, comme ça. Ça a aussi été évoqué par rapport à l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Parce qu'il y a beaucoup de théories autour justement du fait que les hommes se suicident plus, les femmes font plus de tentatives de suicide. Donc c'est une des théories, effectivement, la question de la létalité des moyens. Quand on essaye de le vérifier de manière empirique, ça se vérifie pas toujours dans ce sens-là. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont vraiment socialement construites par rapport à cette question du genre et à pourquoi les hommes se suicident plus. Mais je vous renvoie, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps aussi, à un article qu'on a écrit justement là-dessus, qui est paru dans la revue médicale suisse. Si vous tapez suicide et genre, vous allez pouvoir avoir un peu plus d'infos. Je vois que l'heure avance. On va clore ce séminaire maintenant. Merci beaucoup encore à vous deux pour cette magnifique présentation, c'est très intéressant. Et puis, bonne suite de journée, bon appétit. Merci beaucoup. Merci à vous.